tout le monde. Bienvenue à toutes et tous à ce deuxième webinaire d'une série de 3. Mon nom est Caterina Milani et je coordonne les initiatives internationales pour les YMCA du Québec et je suis ravie d'être avec vous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de tous les partenaires du collectif de la société civile québécoise à la COP26, la FTQ, l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, le SUCO, Oxfam Québec, le Comité de solidarité de Trois-Rivières et CANRAC qui nous appuient fortement. Pourquoi on a décidé de faire une série de webinaires portant sur les enjeux liés à la question des changements climatiques? C'est qu'on trouvait important de garder la société civile informée, à l'affût de ce qui s'en vient et mobilisée sur la question des changements climatiques et la COP26 qui s'en vient, on le sait très prochainement puisque les dates ont été confirmées pour juin l'année prochaine, donc 2021. Alors, je remercie les gens qui étaient avec nous lors du premier webinaire. Je souhaite la bienvenue aux autres et on espère bien sûr que vous pourrez poursuivre l'aventure avec nous la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, je vais passer la parole pour l'instant à notre vaillant partenaire de la FTQ, Patrick Rondeau, qui va vous expliquer un peu les modalités et je vais revenir par la suite vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Pat, je te passe la balle. Bonjour, merci d'être là en fin de journée. Ça finit une belle journée ensoleillée. Bienvenue à ce webinaire. Juste quelques consignes pour la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Bon, écoutez, micro et caméra. Micro, on vous demanderait de les fermer jusqu'à la fin des présentations, s'il vous plaît, ce n'est pas fait. Non pas qu'on n'aime pas vos voix, mais on sait qu'on a enfants, chiens, chats, très fort par moment, donc ça va être très apprécié. Votre caméra, c'est libre à vous. Comment vous le sentez? Donc, si vous voulez la laisser ouverte, il n'y a pas de problème. On vous demanderait aussi, Martin, de l'indiquer là, dans la boîte de conversation, d'indiquer vos noms, naturellement, de vos organisations. Donc, pour ce faire, vous balayez l'écran. Vous allez avoir la barre d'outils qui apparaît dans le bas. Vous avez muet, arrêté la vidéo et par la suite, participants. Quand vous cliquez sur participants, vous avez la liste des participants qui vous apparaît à droite. Quand vous balayez votre nom, vous avez muet et plus. Donc, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez renommer. Donc, juste mettre votre organisation, le cas échéant, après votre nom. Ça serait grandement apprécié. On va garder les questions pour la fin. Donc, on va entendre nos deux intervenants durant les prochains 20 minutes parler de l'organisation de la COP26. Donc, on vous demande de garder vos questions pour après les présentations. Si jamais ça vous brûle, vous dites « Oh mon Dieu, je n'en peux plus, il faut absolument que je pose ma question », ben, on vous invite à l'écrire dans la boîte de conversation. Donc, à ce moment-là, on les priorisera à la fin. Sinon, on va vous demander de lever la main, comme à la petite école. Donc, si vous n'êtes pas habitué, même principe, vous allez dans participants, vous avez la liste des participants et tout au bas de la liste des participants, vous avez 3 icônes, inviter, me mettre en sourdine ou lever la main. Donc, quand vous voulez prendre la parole, vous pèsez sur lever la main, il n'y a pas de problème et on va enregistrer les tours de parole. Si jamais en cours de route, vous dites « Oh mon Dieu, je suis trop énervé, je ne sais plus où je suis, mais je vais absolument poser une question, je ne trouve plus la main, où est la main, où est la main », ben paniquez pas, c'est pas grave, faites juste inscrire votre nom dans le chat. Et on va prendre les tours de parole de cette façon-là aussi. Donc, dernière chose, pour joindre le collectif, parce que c'est dans le cadre d'un collectif de la société civile pour la COP26, il est possible de le faire, de vous inscrire et par la suite décider si vous voulez nous accompagner dans l'aventure ou non. Je mets dans la boîte de conversation le lien pour vous inscrire, donc sentez-vous à l'aise de vous inscrire si le cœur vous en dit. Je te repasse la parole, Caterina. Merci beaucoup, Patrick. Effectivement, je pense que j'avais très hâte d'entendre nos invités et j'ai passé vite sur ce point important. Je voudrais juste rajouter pour les gens qui se demandent qu'est-ce qu'un collectif de la société civile qui est mis sur pied par ses partenaires dans différents secteurs. C'est des projets d'une durée d'1 an, des projets à 3 volets où il y a une portion formation, mise à jour des différents enjeux liés à la question des changements climatiques, une participation active à la COP26 et au sommet parallèle de la société civile qui va avoir lieu à Glasgow et un engagement citoyen par la suite pour poursuivre l'engagement de la société civile au Québec au retour de la COP. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme Pat le disait, l'information va être sur le chat. Maintenant, vivement le moment qu'on attend tous, je vous présente
nos deux invités d'aujourd'hui, Mme Chloé Adams, qui est consul générale du Royaume-Uni à Montréal. C'est elle qui va commencer. Et elle va être suivie d'Eddie Pérez, qui s'est joint à CANRAC, qui est le Climate Action Network Canada, le réseau Action Climat, en janvier 2018, après avoir travaillé à Genève avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mieux connu comme le GIEC. Tout en complétant sa maîtrise en gouvernance climatique, il possède aussi de l'expérience en diplomatie climatique. Il a fait notamment partie du groupe consultatif canadien sur l'environnement pour l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Lors des conférences climatiques à l'ONU, Eddie est responsable de la rédaction des politiques, l'analyse et le suivi des négociations pour le réseau Action Climat Canada au sein de l'équipe gouvernementale du Canada. Donc, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. On est ravis de vous avoir avec nous. Madame Adams, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien dans cette période difficile. Je suis vraiment contente de participer à ce webinaire sur la COP26. Merci pour l'invitation. Mon rôle ici comme consul général du Royaume-Uni à Montréal, c'est vraiment de représenter le gouvernement du Royaume-Uni au Québec. Donc, je ne suis pas, comme Eddie, le prochain intervenant, je ne suis pas un expert sur le changement climatique. Par contre, j'ai un peu d'expérience sur ce dossier et en fait, pendant ma dernière affectation à notre ambassade en France, j'ai eu le privilège de participer à la COP 21. Donc, j'ai vu à première main le rôle important qui peut être joué par la présidence d'une COP, évidemment en travaillant avec les Nations Unies parce que c'est un processus onusien. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, c'est avec beaucoup de fierté que le Royaume-Uni, en partenariat avec l'Italie, prend le relais 5 ans après l'accord de Paris. Et en fait, ce sera 6 ans après l'accord de Paris parce que, comme vous le savez, sans doute, on a dû reporter la conférence jusqu'à l'année prochaine à cause de la coronavirus. Vous avez sur l'écran une image de Glasgow, en Écosse, cette ville belle et vibrante où la conférence aura lieu en novembre 2021. Mais je dirais que le rôle de la présidence d'une COP, c'est pas seulement de fournir un grand centre de conférence pour accueillir 30 000 délégués. C'est beaucoup plus de ça. C'est vraiment de fixer les thèmes de la conférence, de fixer le niveau d'ambition et de travailler avec l'ONU, avec les États membres, avec la société civile, les entreprises, pour balancer tous les différents attentes et objectifs pour la conférence. Donc, c'est vraiment une occasion de faire avancer l'agenda climatique international et je pense que le Royaume-Uni est très bien placé pour faire ça parce qu'on est reconnu pour notre leadership en matière de changement climatique. On était, par exemple, le premier économie majeure à légiférer pour atteindre le zéro émission nette d'ici 2050. Le deuxième image sur votre écran, c'est Alok Sharma, qui est notre ministre aux entreprises, énergie et stratégie industrielle, et il est le président de la COP 26. Mais évidemment, notre Premier ministre, d'autres ministres et plusieurs d'autres acteurs de haut niveau seront très impliqués dans la COP. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, avant la pandémie, nous avions déjà fixé le thème global de cette COP comme, bref, l'ambition. L'ambition pour accélérer, pour atteindre pour que le monde puisse atteindre le zéro émission net dès que possible.
Nous avions aussi identifié 5 campagnes plus spécifiques. Une campagne sur le secteur de transport, les véhicules de zéro émission, etc. Un autre sur l'adaptation et résilience pour aider les pays à s'adapter aux perturbations climatiques. Un troisième sur le secteur énergie, surtout sur l'éradication du charbon. Un quatrième très important sur la finance verte et un Canadien, Mark Carney, qui a récemment été le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il jouera un rôle très important dans cette COP sur la finance. Et le cinquième, c'était sur les nature-based solutions, les solutions basées sur la nature. Donc, quel impact a eu la COVID-19 sur tout ça? Bon, évidemment, ça a eu un impact énorme. Premièrement, sur le plan logistique, parce qu'on a dû reporter le COP 1 an. Et cela ne signifie pas du tout un ralentissement, un manque d'ambition. C'était surtout une décision prise avec l'ONU pour vraiment s'assurer la santé et la sécurité de tous les participants et pour assurer que le plus grand nombre puisse y participer. Mais l'impact de la pandémie est évidemment plus fondamental que ça. À mon avis, le coronavirus vraiment souligne l'importance de cette conférence. Je dirais qu'on est tous maintenant beaucoup plus conscients de l'interdépendance de tout. Et que le virus a été vraiment un rappel brutal de ce qui se passe quand la relation entre l'homme et la nature s'effondre. Mais c'est aussi une opportunité. Il faut saisir ça. C'est maintenant l'occasion de créer des économies, des sociétés, un monde plus durable, plus inclusif, plus résiliente, plus prospère. Donc, le Royaume-Uni va travailler avec ses partenaires internationaux pour essayer vraiment de mieux construire, to build back better. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, quel est le roadmap pour les prochaines 17 mois? Vous avez sur l'écran quelques réunions, quelques événements internationaux qui seront importants. Il faut noter que le Royaume-Uni aura la présidence du G7 l'année prochaine et que l'Italie, qui est notre partenaire pour le COP26, aura la présidence du G20 l'année prochaine. Ces sommets-là seront donc très importants, mais le processus doit être beaucoup plus inclusif que ça. Donc, il y a toute une série de réunions et d'événements qui joueront un rôle préparatoire très important, soit formellement ou soit informellement, pour créer les conditions pour avoir un résultat à la COP le plus ambitieux que possible. Donc, nous allons parler avec tous les pays, tous les États membres de l'ONU. Nous allons évidemment utiliser nos relations bilatérales avec des différents pays et donc le réseau diplomatique du Royaume-Uni aura un rôle très important. Je voulais aussi mentionner l'importance des acteurs non étatiques, non-state actors, parce que c'est pas seulement les actions des gouvernements qui comptent ici. Les entreprises, la société civile comme vous, les villes, les régions, les investisseurs, ils jouent un rôle très important aussi. Et il faut noter qu'il y a quelques jours, l'ONU a lancé cette campagne qui s'appelle Race to Zero dans ce contexte. Et le Royaume-Uni, nous avions lancé en février, avant la vraie crise de la pandémie, un Year of
une année de l'action climatique, Year of Climate Action pour 2020, pour vraiment donner une dynamique, un élan. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, quel est notre rôle ici au Canada? Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai déjà mentionné l'importance du réseau diplomatique du Royaume-Uni pour bien préparer la COP. Ici au Canada, on a notre Haut Commissariat à Ottawa. On a aussi des consulats à Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Calgary. Et pour toute notre équipe, le COP26 est déjà une priorité très importante. Et évidemment, étant donné nos relations historiques profondes, notre amitié, le Canada est un partenaire privilégié pour le Royaume-Uni. Nous avons une longue histoire de collaboration sur plusieurs aspects. Une collaboration spécifique récente liée au changement climatique, c'est l'Alliance Powering Past Coal, que le Royaume-Uni et le Canada ont lancé en 2017, je crois. Et cette alliance, qui a maintenant un peu moins de 100 membres, je pense, a pour but d'atteindre la sortie progressive du charbon. Et c'est un sujet qui est très important pour nous sur le plan domestique. Avant, nous étions très, très dépendants sur le charbon, mais je suis contente qu'il y a quelques jours, on a fêté 2 mois sans l'utilisation du charbon pour la génération d'électricité parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans notre transition vers des énergies bas carbone chez nous. Plus spécifiquement avec le Canada sur le COP26, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous faisons des représentations au gouvernement fédéral pour que sa position à la COP puisse être le plus ambitieux que possible en termes de sa contribution nationale, son plan long terme pour atteindre le zéro émission net et pour augmenter sa contribution au Green Climate Fund pour aider les pays en développement. Nous travaillons aussi avec les provinces pour encourager les provinces de jouer un rôle le plus positif que possible. Et nous organisons nous poursuivons des initiatives, des collaborations liées au thème que j'avais mentionné au début, par exemple sur les véhicules à zéro émission, sur les finances vertes. Nous avons l'intention d'organiser toute une série d'événements plutôt virtuels actuellement, évidemment, de webinaires, séminaires, pour vraiment engager avec la société civile, la jeunesse, les entreprises. Et l'autre aspect est vraiment nous allons mener une campagne de sensibilisation publique. Et nous souhaitons être présents dans les médias canadiens. Et vous avez sur votre écran une image de notre envoyé à la COP26, M. John Merton, qui, pendant sa visite au Canada en février, je pense, quand il a fait une entrevue sur CBC. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, c'est tout que je voulais dire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi et mon équipe au consulat, nous serons très contents de continuer la conversation avec vous pendant les prochaines 17 mois. Merci beaucoup. Tu veux que je commence? Merci beaucoup, oui. J'allais te passer la parole. Merci beaucoup, Madame Adams. C'est très rassurant pour nous en tant que société civile d'entendre l'intérêt du Royaume-Uni à travailler avec la société civile. On est ravis d'entendre ça. Donc, on y reviendra peut-être plus tard lors de la période de questions. Je vais passer la parole maintenant à Eddie. Merci. Merci, Katerina. Merci, Madame Adams. Le Réseau Action Climat est toujours très heureux de collaborer avec le Haut Commissariat des Royaumes-Unis à Ottawa. Donc, c'est toujours très, très plaisant de travailler avec vous et avec vos collègues.
Alors, je souhaite aujourd'hui, j'ai pas de présentation en fait parce que j'aimerais ça vous voir plus. Puis quand je présente des diapos, ben, c'est difficile de voir tous les visages des gens présents. Mais en fait, l'objectif de cette courte présentation aujourd'hui sur les 17 mois avant la COP26, c'est d'abord de parler sur l'impact du contexte actuel de la COVID-19 sur la COVID, sur la COP26. Puis ensuite, cette notion-là des principes pour informer, en fait, ce qu'on pourrait appeler une COP26 qui passe le test de crédibilité, qui est associé à toutes les autres COP par le passé. On en a parlé un peu la semaine passée. Et puis, je veux aussi parler un peu plus de l'importance de la société civile là-dedans comme, en anglais, on dit watchdog, mais comme étant ces piliers qui surveillent, en fait, comment cette action climatique-là est ambitieuse et répond aux défis de taille qu'on a devant nous. Puis, je suis d'accord avec la consul quand vous dites que la COVID, elle dévoile vraiment l'interdépendance entre nous. Puis, le Royaume-Uni a déjà présenté ce qu'on appelle l'Ambition Roadmap, donc une série d'événements. Mais j'aimerais ça aller plus loin. Puis peut-être revenir un petit peu en arrière, puis se demander ou nous demander ici collectivement pourquoi nous sommes ici vraiment à s'intéresser à cette question-là qui va se passer dans 17 mois. Puis évidemment, je souhaite d'abord rappeler l'importance, le fait que la COVID-19, elle est arrivée, elle nous a impactés, puis ce qu'elle laisse derrière nous, c'est des impacts dévastateurs qui montrent à quel point nos systèmes ne sont pas assez forts pour répondre à de futures crises. Et la COP26 en tant que telle, elle est là pour essayer de ramener les États pour répondre à la crise climatique depuis 25 ans. Donc, c'est cette question-là, cette notion-là du fait que la COVID-19 nous rend vulnérables à des crises, elle est vraiment interdépendante aussi à comment elle informe les résultats de la COP26. L'autre élément sur ce qui nous ramène à ce webinaire aujourd'hui, c'est nous tous et toutes, nous sommes amoureux et passionnés par l'environnement et par cette cause qui dépasse toutes les frontières. Je pense que cet élément de solidarité, c'est l'aspect humain que la COVID-19 nous démontre, est aussi quelque chose qui doit informer nos actions futures. Puis l'autre élément là-dedans, c'est que nous sommes également conscients que les impacts de la COVID-19 ont été vraiment très dévastateurs sur des groupes spécifiques. Puis nous sommes également conscients que la crise climatique est aussi un enjeu d'équité. Autrement dit, les impacts sont disproportionnés de façon inégale auprès des communautés les plus vulnérables. Et lorsqu'on parle de interdépendance, il faut aussi parler d'intersectionnalité. Qu'il n'y a pas de justice climatique si on ne répond pas aux enjeux sociaux, si on ne protège pas la santé, si nos actions discriminent, s'ils ne tiennent pas en compte des besoins des travailleurs et travailleuses, si les droits des peuples autochtones ne sont pas respectés, si notre action climatique n'est pas féministe et si les droits humains sont bafoués. Alors, et donc, la consul, les gens qui participent souvent au COP, on est tous au courant que ces enjeux-là sont quand même déjà présents à l'intérieur de COP. On en discute à l'intérieur de différentes négociations. Mais plus que jamais, puisque la COVID a révélé, a dévoilé en fait à quel point nos systèmes ne sont pas résilients, plus que jamais, il faut revenir à ces éléments-là. Ce n'est pas une COP économique, ce n'est pas une COP qui peut juste lier la relance économique et l'action climatique. C'est une COP, en fait, qui si elle ne réussit pas à répondre à ces autres éléments-là, elle ne pourra pas vraiment nous dire comment on va répondre à l'urgence climatique, l'action nécessaire afin de contrer les impacts dévastateurs des changements climatiques pour les décennies à venir. Et donc là-dedans, le premier élément que je vois, c'est la COVID-19 et l'agenda climatique.
et comment est-ce qu'on peut rebâtir une confiance. Parce que pour ceux et celles qui étaient présents à Madrid, on a tous vu à quel point la COP25 n'a pas été à la hauteur des demandes de la société civile, mais même le secrétaire général, un bureaucrate de l'ONU, était il était désolé de voir que le système de l'ONU était incapable de rebâtir la confiance envers les systèmes actuels qui ont été créés pour répondre à la crise climatique. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que la COP26, l'important, c'est pas juste ce qui va se passer dans 17 mois, c'est tout le marathon qui nous mène vers la COP26. Et ça nous force en fait à réimaginer radicalement comment cet événement permet de démontrer que les États vont répondre, rassurer les citoyens et citoyennes d'un peu partout dans le monde. Donc, il faut évaluer la COP26 non seulement par ce qui va se passer à Glasgow, non seulement parce qu'on entend de la présidence du Royaume-Uni, mais aussi par chaque étape du processus d'ici là, chaque moment qui nous rappelle que l'action climatique, elle est nécessaire et à tous les niveaux. Et le processus de préparation de la COP, comment je le vois, doit tenir en compte des connaissances et des expériences des populations qui non seulement sont affectées par les impacts des changements climatiques, mais qui vivent aujourd'hui les impacts de la COVID-19, notamment le peuple le plus marginalisé et affecté par ces crises-là qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes. Et donc, la COP26, elle devra répondre aux chocs multiples amplifiés par la COVID-19, amplifiés par la crise économique actuelle, amplifiée par la crise en matière de santé publique, amplifiée par les inéquités en matière de développement international, solidarité internationale. Et elle devra donc nous mener vers une autre façon de voir le leadership politique. Donc, là-dedans, la COP26 en tant que telle, le résultat final ne sera pas juste le texte que les États vont adopter à la fin, à la dernière journée d'une COP de 2 semaines, mais aussi comment les États sont capables de prioriser des gestes qui sont intersectionnels, donc qui tiennent en considération du climat, des droits humains, de la santé, du développement économique, des technologies, de la transparence, de la biodiversité, des éléments scientifiques. Et donc, pour le Royaume-Uni, évidemment, ce n'est pas facile parce que la présidence de la COP26 devra aussi être responsable du G7 et devra aussi être responsable envoyer toute sa capacité diplomatique pour convaincre les États d'utiliser en fait la COP26 comme plateforme de leadership politique. Et l'autre élément, vous l'avez mentionné, Mme Chloé, mais je veux juste aller un petit peu plus loin de cette COP26-là, c'est que ça doit être l'anniversaire de l'accord de Paris. 5 ans après la signature de l'accord de Paris, il faut célébrer ces moments-là. Et il y a actuellement des discussions sur une activité de haut niveau qui pourrait avoir lieu à la fin de l'année. Mais bien, même si en 2020, il y a une activité virtuelle qui regroupe les grands chefs d'État des pays de ce monde, avec le secrétaire général, la COP26 devra également reconnaître tout ce qui a été fait depuis l'adoption de l'accord de Paris et sera perçu comme ce moment-là où on va évaluer, en fait, ce qu'on a réussi à faire dans ces 5 dernières années, puis aussi ce qu'on n'a pas été capable de faire. Et j'y reviendrai après. Donc, le deuxième volet là-dedans, c'est que la COP26 est un élément qui redéfinit le climat comme un enjeu de coopération internationale. Donc, j'ai dit au début qu'il y avait un agenda climatique, mais bien, l'agenda climatique, sans coopération internationale, elle n'avance pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la COP26, la présidence de la COP26, les gens qui travaillent pour la COP26 doivent bâtir un narratif
qui rassure les États qu'ils peuvent s'entendre, qu'ils peuvent travailler ensemble, qu'ils peuvent collaborer, qu'ils peuvent faire en sorte que les négociations climatiques, ce n'est pas juste les négociations, ce n'est pas juste les aspects techniques, c'est aussi un enjeu qui regroupe les gens autour des valeurs, des principes de multilatéralisme, de coopération, de respect des droits humains, de respect de commerce international et ces enjeux-là qui définissent en fait les enjeux prioritaires à l'intérieur de ce qu'on appelle le multilatéralisme et la coopération. Et là-dessus, le Royaume-Uni et le Canada s'entendent quand même assez bien parce qu'ils ont des relations historiques quand même assez fortes, mais ça ramène donc à la dynamique des 17 prochains mois où les principes de la coopération internationale autour du climat est beaucoup plus important que les négociations. Et en ce sens, il y a les événements politiques que Madame la Consul vous avez présentés au début, ils sont aussi affectés par cette dynamique-là entre les principes qui mènent les États à s'entendre. Et là je vais peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc, il faut tenir en considération, par exemple, que dans la dynamique G7, G20 et dans ce qu'on a vu en 2020, le climat a perdu un peu de place. A perdu de la place parce que, évidemment, les forces politiques actuelles n'ont pas priorisé ces enjeux-là, que ce soit parce que la présidence du G7 ou parce que la présidence du G20 n'a pas l'intention de faire avancer ces dossiers-là comme d'autres le font. Mais ça nous ramène donc à voir quels sont ces principes-là qu'on peut faire avancer et à quel moment afin de rendre l'enjeu climatique prioritaire. Et donc, ce qu'il faut tenir en considération là-dedans, c'est qui sont ces acteurs-là qui peuvent s'entendre sur ces principes afin de faire avancer l'agenda climatique à l'échelle mondiale. Eh bien, il y en a un que je vois, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui s'est donné ce mandat-là de nous rappeler, d'amener cet enjeu moral qui est que les générations futures vont vivre les conséquences désastreuses des choix politiques qu'on fait aujourd'hui. Et donc, ça nous appelle donc à voir les différents moments identifiés et à se dire, est-ce que peut-être en 2020, on ne sera pas capable, mais est-ce qu'en 2021, on pourra se rallier autour des principes qui font en sorte que le climat est en tête de liste. Mais avant cela, il faut tenir en considération des événements politiques comme les élections aux États-Unis, par exemple, et le sommet entre l'Union européenne et la Chine. Il s'agit là de moments importants où les États vont se rencontrer pour définir des paramètres en lien avec la coopération internationale, en lien avec la façon dont les États vont redéfinir comment ils vont prioriser les grands enjeux qui vont redéfinir les relations diplomatiques. Donc, là-dedans, une fois qu'on comprend un peu comment cette dynamique-là, elle se fait, il faut revenir un peu à cette question-là des principes. Et la COP26, les gens qui organisent la COP26 doivent aussi bâtir un narratif qui se lie aux objectifs à long terme de l'accord de Paris dans l'article 2, mais essentiellement et de façon pratique, c'est vraiment sur la question de l'urgence. Comment on redéfinit urgence climatique aujourd'hui? Puis on pourrait peut-être juste parler des cibles de réduction des gaz à effet de serre, mais ça va vraiment au-delà de ça. Comment est-ce qu'on démontre qu'on veut réagir réellement et répondre à l'urgence climatique? Eh bien, un exemple là-dessus, c'est que actuellement, le monde est en voie de produire 2 fois plus de charbon, de pétrole et de gaz naturels d'ici 2030. Et que ces perspectives-là nous mènent à dépasser en fait les objectifs de réduction de température à 1,5 degré Celsius. Et donc, il y a toute la question sur comment est-ce qu'on peut trouver des signaux internationaux qui nous permettent de dire
qu'il y aura un arrêt de l'exploration et de l'expansion de l'industrie fossile et que la COP26 va servir comme ce moment-là où on va s'entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on prépare en fait des principes qui nous permettent de s'entendre sur des piliers pour s'assurer qu'on aura une transition qui est pacifique et juste, avec une voie de développement claire, un plan proactif pour permettre une diversification de l'économie, une transition qui s'informe des crises actuelles, qui encourage le développement des énergies renouvelables et des solutions fiables, qui encourage le développement bas en carbone, mais qui soutient également les travailleurs et travailleuses de chaque communauté et chaque pays, qui redéfinit comment on voit le développement international, la solidarité, qui redéfinit comment est-ce qu'on doit respecter les droits des peuples autochtones à l'intérieur de ces négociations et qui ne se limite pas au discours sur la carboneutralité en 2050, mais qui nous confirme qu'on fera tout pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qu'on s'est donnés pour 2030. Et donc, cette transition-là doit aussi s'informer sur nos besoins en matière d'adaptation et le fait que chaque minute où on décide de ne pas agir deviendra davantage beaucoup plus coûteux pour les populations les plus vulnérables, notamment dans les pays qui ont le moins causé cette crise climatique-là. Ça, c'est à peu près la réflexion autour sur les principes. Comment est-ce qu'on peut bâtir des principes qui informent la COP26? Eh bien, je veux juste conclure en disant que on se retrouve vraiment à un moment très particulier en ce qui concerne la diplomatie climatique, qui a été davantage affectée par une perception que les États ne bougeaient pas, que les forces politiques ne bougeaient pas. Là, il y a la COVID-19 qui nous a forcés à reviser à quel point nos systèmes sont aucunement résilients. Et comme la consul l'a dit, il y a une opportunité de redéfinir cela, de recréer ces principes et de s'assurer que l'action climatique devient un enjeu de coopération internationale. Et c'est là-dessus où on en est aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Eddie. Très éclairant, toi aussi pour ta part. J'ai bien aimé quand tu parlais du fait qu'il y avait on sentait vraiment que l'ensemble des populations devenaient de plus en plus passionnées par les questions d'environnement. J'ajouterais qu'avec ce qu'on vit, je pense que ce n'est plus seulement les questions d'environnement, c'est que l'environnement est vu comme un tout. Et je pense que tout le monde réalise bien que la santé, le bien-être des populations et l'environnement, c'est les mêmes, c'est les différentes facettes d'une même médaille, si on veut. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé que tu as parlé du fait de l'interdépendance, oui, mais de l'intersectionnalité, des inégalités que tout ça amène. Et on ne peut pas regarder seulement ces enjeux-là d'un seul côté. On se doit, si on veut réellement avoir une transition qui est viable et qui est ambitieuse, viser à répondre aux différents enjeux qui sont touchés qui sont soulevés par la question des changements climatiques et qui sont croisés avec plein d'autres. Tu as aussi terminé en disant que la crise du COVID, dans la crise du COVID, on voyait comment nos systèmes n'étaient pas résilients, mais on a vu aussi comment nos systèmes étaient capables de bouger et de s'enligner sur la science et de s'enligner sur la mise en œuvre d'un changement collectif global. Donc, il vient de se passer quelque chose parce que les sociétés civiles et les gens, de façon générale, savent maintenant que les États sont capables. La question, c'est est-ce qu'ils vont le faire? Donc, je pense que ça nous a montré plusieurs choses. Il y a un côté qui est dramatique et il y a un côté qui redonne espoir énormément. Et je pense que la majorité des gens qui s'engagent, comme nous, ont envie de plancher sur le thème de l'espoir et de mettre en œuvre tout ce qui va être possible de façon à réaliser effectivement une transition qui est éclairée, inclusive et ambitieuse pour l'ensemble des peuples de la Terre. Donc, je vous remercie infiniment, Madame Adams et Eddie, pour vos présentations. On va peut-être maintenant ouvrir à une période de questions. S'il y a des gens, on aimerait vous entendre, savoir qu'est-ce que vous en pensez, comment vous réagissez aux présentations qu'on a eues, aux enjeux qui ont été soulevés. Donc, je passe la parole à ceux d'entre vous qui ont envie de nous partager soit leurs questions, soit leurs sentiments par rapport aux présentations d'aujourd'hui.
puisque les gens réfléchissent encore, je vais me permettre alors de poser une question. J'ai aimé, comme je vous le disais tout à l'heure, vous entendre, Mme Adams, parler de l'importance de travailler avec les sociétés civiles. Et on est content de voir qu'il y a une mise en œuvre qui se fait au niveau d'une série de webinaires à venir et qu'on veut garder les pas dans le Year of Climate Action. Effectivement, moi, je serais intéressée à savoir de quelle façon vous allez assurer de favoriser la participation de la société civile lors de la COP26 à Glasgow. On sait que souvent dans les COP, pour y avoir participé, à Paris par exemple, le sommet de la société civile était très loin de la COP et ça rendait difficile pour les groupes comme nous qui ont des gens à la fois engagés dans les négociations à la COP26 et à la fois qui participent au sommet de la société civile. Donc, est-ce qu'il va y avoir un au Royaume-Uni qui travaillent à pied d'œuvre de façon à mettre en place un lieu idéal pour cette réflexion-là et ce passage à l'action? Merci beaucoup pour cette question. Oui, en effet, le rôle de la société civile en avant et pendant la COP sera très important et en anglais multifaceted, multiple. Je pense que vous jouez des rôles différents. Hein? Il y a des rôles que vous jouez en mettre de la pression sur les gouvernements, comme le Canadien. Vous jouez un rôle dans la sensibilisation aussi de la grande public, de la vulgarisation des termes qui pourraient être assez techniques et spécifiques. En ce qui concerne la COP, la conférence, je sais que d'habitude, il y a toujours des différentes zones dans les COP. Il y a les zones pour les négociations plutôt formelles. Il y a des différentes zones où il y a plus de participation des entreprises, de sociétés civiles, etc. Il y a aussi, évidemment, les membres de la société civile qui feront part de la délégation officielle de tous les pays participants. En ce qui concerne spécifiquement comment ça sera organisé du point de vue logistique, je ne peux pas vous dire maintenant parce que je n'ai pas ces informations, mais dès que j'ai plus de détails spécifiques sur ça, je vais absolument partager ça avec vous dans les prochaines semaines ou aux prochains mois. Merci beaucoup. Est-ce que les questions ont mijoté dans vos têtes? Est-ce que quelqu'un aimerait nous partager ses impressions? Il y a Léa qui voudrait poser une question. Oui. Merci Léa. La parole est à toi. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Adams et Eddie. On a failli se rencontrer Madame Adams par vidéo parce que je fais partie du mouvement étudiant et puis en fait c'était vraiment apprécié qu'on ait été contacté par le consulat du Royaume-Uni à Montréal, donc le mouvement étudiant. En fait, du coup, j'ai rencontré, je pense, votre assistante qui souhaitait en fait connaître l'avis des jeunes sur cette COP. Et donc, on s'est senti consultés et donc, c'était vraiment apprécié cette rencontre. Moi, la question que j'avais aujourd'hui, c'était plus par rapport à cette date de novembre, en fait, qui recule en fait d'une année complète. C'est sûr que quand on a su que cette COP était décalée, on se disait que peut-être ça serait reporté au printemps, mars et tout. Puis là, en fait, on apprend que c'est carrément une année plus tard. Donc, je me demandais même Eddie ou qui pourrait me répondre sur le fait que est-ce que c'est vraiment juste une question de santé publique ou est-ce qu'il y a aussi une volonté de... l'enjeu de la COP26 est tellement important que toute la diplomatie doit continuer de se bâtir et la diplomatie britannique a besoin d'une année complète en fait parce qu'on l'a évidemment à la COP21 le fait que toute la diplomatie française a joué beaucoup dans l'adoption de l'accord de Paris et ça s'est fait sur des années avant en fait 2015. Donc du coup je me demandais si une année complète c'était aussi pour que finalement ça soit pas juste fait dans l'urgence, comme d'ailleurs ça s'est fait à la COP25 avec 2 relocalisations. Donc du coup, voilà, c'était plus une petite question comme ça. Merci pour la question. Et oui, comme vous avez dit, Léa,
engagé avec la jeunesse et les étudiants est très important pour nous. On a tous vu récemment l'impact que la jeunesse joue dans la sensibilisation et la pression qui a été mise sur les gouvernements, qui est très, très utile. Sur cette question du rapport, oui, c'est vraiment une question de sécurité, de santé publique, mais aussi il faut souvenir le fait que c'est pas juste la conférence, hein, c'est toute la série d'événements préparatoires. Et je pense que, par exemple, quelques réunions de négociation à Bonn en Allemagne ont dû être annulées à cause de la pandémie. Donc, si on n'a pas toutes les étapes pour préparer, ça veut dire qu'il y a moins de chances d'atteindre le résultat le plus ambitieux que possible. Donc, c'est ça. On a aussi évidemment pensé, est-ce que c'est possible de faire la COP virtuellement? On sait que maintenant, il y a beaucoup de conférences, de webinaires, etc., qui sont faits virtuellement. Et on a décidé avec l'ONU que c'est pas possible de faire ça. Avec des 30 000 délégués, il y a un COP juste pour parler des négociations formelles, il y a les négociations qui se passent en parallèle tout le temps. Il y a des conversations aux coulisses, les conversations aux marges des conférences. Il y a aussi le besoin de faire la traduction à toutes les langues officielles de l'ONU instantanément. Donc, on a décidé avec l'ONU que le mieux serait vraiment de reporter un an. Ouais, peut-être juste pour rebondir sur ce que Mme Adams dit, c'est essentiellement une question d'accès. D'abord parce que l'accès n'est pas sécurisé si on n'est pas en santé et si on peut pas s'assurer que tous les États de la planète, il n'y a pas de vague de COVID-19 qui ne permet pas aux États de sortir. Et donc, dans ce même esprit-là, il y a aussi des événements à l'intérieur du Royaume-Uni qu'on doit considérer, par exemple, les grands événements de soccer, mais il y avait aussi, par exemple, les Olympiques. Tu sais, les agendas climatiques, c'est aussi des agendas d'événements multilatéraux qui se lient. Et donc, lorsqu'on parle au fait que si on change complètement la COP de novembre ou décembre à avril, qu'est-ce qui se passe des futures COP? Et la prochaine, c'était l'Afrique, qui, ma foi, est une COP extrêmement importante pour des raisons politiques, mais aussi d'opportunités d'engagement pour le continent africain. Et donc, c'était juste mieux de se dire, on l'a fait l'année prochaine pour des questions de santé, puis on va juste continuer à s'aligner sur le même moment pour les années à venir. Donc c'est vraiment plus là-dessus. Puis les négociations, en fait, juste pour revenir au point que vous avez mentionné, Mme Adams, sur les négociations de préparation auront lieu en octobre de cette année. Puis après, il y aura potentiellement des négociations qui peuvent avoir lieu de façon virtuelle, mais en ce qui concerne la COP, avec tellement d'organes subsidiaires puis d'organes décisionnels, la question de l'accès est extrêmement importante. Par exemple, un exemple là-dessus, c'est les zones horaires. Genre, aujourd'hui, alors que nous, toi puis moi, on en parle via Zoom, ben, aux îles Fidji, en Australie, c'est peut-être pas possible de se connecter en ce moment. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir un événement virtuel en tenant en considération de temps de zones horaires? Puis l'autre élément là-dedans, c'est voter ou le quorum à l'intérieur d'une salle de négociation est peut-être beaucoup plus difficile de façon virtuelle. Donc, il y a aussi ces éléments-là d'équité ou d'accès à des populations qui n'ont peut-être pas accès à ces mêmes services qui devaient être considérés. Merci, Mme Adams et M. Pérez pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Eddie. Commentaires. Un autre Eddie. Un autre Eddie. Eddie Michel.
Manifeste-toi. Bonjour. Alors, Bonjour. Edwin Michel Yao ici, ça a été vraiment une belle présentation. Il y a beaucoup de thèmes intéressants qui ont été soulevés, dont en partie les effets dévastateurs du COVID-19 sur les pays, sur les populations les plus dites vulnérables. Moi, il y a une réflexion et j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que les conférenciers en pensent sur en partie comment articuler. On sait déjà au Canada qu'il y a eu beaucoup de coupures au niveau de la coopération internationale et aussi de l'appui, de l'aide aux pays en voie de développement. Donc, comment articuler ou prendre en considération ces facteurs-là qui affectent les pays du Sud, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui va être pris en considération pendant cette COP 26? Comment on gère ça, en fait? C'est pour moi la question? Ou? Peu importe, en fait. Je sais pas si... OK. Je peux commencer. Puis Madame Akonso, voulez-vous commencer? OK. C'est une excellente question qui, en fait, nous ramène à une autre dimension qui est celle sur comment la COVID-19 affecte le développement international, la coopération internationale, la solidarité, les aspects en lien avec les questions humanitaires. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de questions en ce moment en ce qui concerne le futur, par exemple, de l'aide des pays comme le Canada pour les pays du Sud en matière d'aide internationale pour les questions climatiques. Donc, comment est-ce qu'on l'argent que le Canada donne pour aider, par exemple, des pays dans les Caraïbes à s'adapter aux questions climatiques. Puis, il y a aussi la réflexion à avoir en ce qui concerne est-ce que l'aide internationale doit s'adapter, doit juste répondre aux impacts de la COVID ou aux questions climatiques? Eh bien, la question, c'est les deux en même temps. Autrement dit, toute aide internationale en ce moment liée au climat, au financement climatique international, doit servir, en fait, va servir à répondre aux impacts que les pays dans le Sud vivent non seulement en matière de crise de la COVID-19, mais aussi pour la crise climatique actuelle. Il faut rappeler que le Canada, puis je ramène cette discussion-là à ce qui se passe actuellement aux Nations Unies, qui est le vote pour faire partie du Conseil de sécurité. Le Canada a une responsabilité morale et historique de contribuer du financement climatique et parmi les plus grands enjeux, en fait, qui ramènent le manque de confiance dans les négociations, c'est à quel point des pays comme le Canada, mais aussi le Royaume-Uni et d'autres, donnent de l'argent pour le financement climatique, pour l'adaptation et l'atténuation. Du côté du Royaume-Uni, le Royaume-Uni a donné l'exemple l'année passée en doublant la contribution pour le Fonds vert mondial. Le Canada, il ne l'a pas fait. Le Canada a juste donné le même montant qu'il avait octroyé en 2016, qui, lorsqu'on fait la conversion en dollars canadiens, ça a fait moins d'argent que ce que le Canada avait donné en 2016. Et donc, actuellement, cette question-là sur comment est-ce que l'on peut répondre aux besoins des pays les plus vulnérables, eh bien, ça nous ramène à toute la question du financement climatique international, puis à la responsabilité du Canada à octroyer un financement qui est juste, qui est équitable et qui permet aux populations de répondre aux besoins climatiques, mais aussi à ce qui est lié aux impacts de la COVID-19. Et je juste ajouterai, je suis d'accord avec vous, Eddie, et vous avez mentionné le fait que le Royaume-Uni l'année dernière a doublé sa contribution au Green Climate Fund. Et on a atteint il y a quelques années l'objectif de l'ONU de 0,7% de notre PIB à l'aide au développement. Et beaucoup de
de notre aide au développement est ciblée aux projets liés à l'adaptation, à la résilience, pour aider les pays au développement de s'adapter au changement climatique. Et donc, c'est une question qui est vraiment très importante pour nous. Et comme on a déjà souligné dans ce débat, le COVID-19 a encore augmenté toutes ces questions qui étaient déjà liées. Et je suis contente que, dans cet égard, qu'il y a quelques jours, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à mon premier ministre, Boris Johnson, à mener un travail avec les agences de l'ONU et avec les pays, les États membres, pour vraiment travailler plus concrètement sur cette question d'un rétablissement de la COVID, d'une reprise résiliente et verte. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et en même temps avancer les objectifs des développements durables? Merci beaucoup. Je prendrai, si vous êtes d'accord, bien sûr, à nos invités. Il reste 3 minutes qui étaient prévues à l'horaire. On est d'accord de rester un peu plus longtemps. J'aurai 3 personnes en liste pour des questions. Ce que je vous propose, c'est de prendre ces trois questions-là en rafale et ensuite de permettre à Mme Adams et à Eddie d'y répondre d'un coup. Donc, d'abord, Patrick Rondeau, ensuite Antoine Martin et Laurent Penfather. Donc, Patrick, oui, la parole est à toi. Je vais revenir un peu là, sur la question de Léa, pour ajouter peut-être certains éléments, là, outre le calendrier qui a été tout déplacé de l'ONU. Et raisons qui est dit. Il faut comprendre aussi qu'effectivement, comme Mme Adams l'a dit, il y a eu des discussions à ce que ça soit virtuel ou même restreint. Hein. Donc, que ce soit une plus petite COP, ce qui aurait exclu la société civile et ses constituantes. C'est pour ceux qui étaient là, dont Léa, justement, le rôle de la société civile, il est important pour faire cette pression-là, plus que jamais. On l'a vu la dernière fois, ça a même tourné un peu au vinaigre, mais il faut que cette pression-là s'exerce, donc d'avoir restreint, en fait, l'accès à une telle COP aussi importante aurait été une erreur. Donc, je pense, à mon sens, c'est une bonne chose. Et l'autre chose aussi, qu'elle arrive après la COVID et non pas avant. Parce que là, on aurait eu des beaux tours, hein, parce qu'on se serait fait servir probablement par plusieurs États la recette Legault, c'est-à-dire on a fait un budget, mais on va en refaire un autre parce que, bon, la situation a changé. Donc c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Essentiellement, il faut garder, puis là, je vole les mots d'Eddie, là, je ne sais pas si je les ai dit tantôt, mais j'ai eu un appel, mais je trouve que c'est magnifique. La COP 26 est un lieu d'expression, c'est plus qu'un lieu d'action. Le lieu d'action, il se fait les mois précédant la COP. Et c'est pour ça qu'on fait les événements comme aujourd'hui et qu'on fait ces efforts-là. Et le collectif, vous savez, on parle souvent du collectif pour accompagner la société civile à Glasgow, mais ça inclut les gens qui n'iront pas à Glasgow aussi. Il est important de s'organiser dès maintenant en tant que société civile. Et je vous invite, là, si vous retournez dans la boîte de conversation, là, il y avait un lien, je vous le remettrai. Si vous voulez joindre le collectif, là, c'est drôlement important. Et juste dire, Katharina, par période de grâce, moi, je proposerais, il y a Yann et Léa qui se sont rajoutés. Peut-être les prendre en rafale aussi. Oui, tout à fait. Puis, bon, voilà. Merci. Donc, la parole serait à Antoine Martin, Laurent, Léa et Yann. Allez-y. Merci bien, Katharina. Merci à Chloé et Eddie pour votre présentation. C'est grandement apprécié. Ça donne le contexte qu'on a besoin pour se mettre en action. Donc, moi, je me questionne, surtout qu'avec les points qu'Eddie a apportés sur la table, c'est-à-dire le besoin de l'intersectionnalité dans nos décisions puis dans les négociations internationales. Et à base des thèmes que Chloé a mis sur la table, moi, ma question se repose davantage sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société civile en préparation pour les 17 prochains mois pour s'assurer que les thèmes de la COP26 vont répondre vraiment à l'opportunité et le besoin de l'intersectionnalité et le besoin de considérer plus que juste l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les thèmes viennent vraiment
représente sa nécessité pour que de la relance verte? Merci Antoine pour ta question. Je vais passer la parole à Laurent. Bonjour tout le monde. Lauren, pardon. Oui, non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Désolée si la question était déjà répondue, mais c'est plutôt une question de processus. Juste avant le COVID, il y avait une façon de s'abandonner pour le COP au mois de novembre pour 2020, mais avec le COVID, j'ai juste viens de manquer d'inscrire pour le COP. Je pense que quelqu'un essaie de parler en même temps que moi. Désolée. Donc, est-ce qu'il y a une façon encore de s'inscrire pour féliciter à la conférence en 2021 ou est-ce que c'est encore dans une zone grise encore pour la présence des associations qui sont alliées avec le COP? Merci. D'accord. Alors, juste pour préciser, est-ce que c'est pour la participation à la COP 26 ou la participation au collectif de la société civile québécoise à la COP 26? Désolée, je me suis déjà inscrite pour le collectif. D'accord. Oui, c'est pour le COP 2021, c'est ça. D'accord. Donc, je les laisserai répondre. On va passer à Léa et à Yann pour les questions en rafale. Léa? Oui, ouais, c'est ça. J'avais une autre petite question. C'était plus, en fait, Madame Adams, dans vos missions, vous dites que c'est notamment aussi de rencontrer les personnes qui au gouvernement sont en charge du dossier COP26 et de faire que l'ambition soit élevée au Canada pour cette COP. Même Eddy, je sais que tu as l'habitude de rencontrer les membres du gouvernement. Du coup, je me demandais un peu, en ce moment, là, on est le 16 juin, est-ce que vous avez déjà quelques... Parce que là, dernièrement, on a vu que le gouvernement reculait la sortie de son plan. Donc, au niveau ambition, ça, du point de vue extérieur, même si on a peu d'informations en ce moment, parce que justement, le Covid un peu floue tout ce qui se passe du côté climat. Je me demandais si vous aviez eu des rencontres récentes pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe du côté du gouvernement canadien qui, en fait, on dit que l'ambition est le sujet de la COP26, c'était aussi normalement le sujet de la COP25, donc du coup, moi, je suis assez sceptique par rapport à ça. On a vu que le Canada, à COP25, il n'a pas du tout rehaussé sa cible, etc. Donc, si vous aviez quelques pistes pour savoir où se situe le gouvernement en ce moment. Il manque une personne, je pense. Yann. Oui, il manquerait Yann, puis par la suite, on pourra conclure, oui. Oui, en fait, ma question, ça irait un peu dans le même sens que les interventions précédentes. Tantôt, Eddy Perez, vous avez parlé justement du fait de l'intersectionnalité des enjeux, qu'il ne s'agit pas seulement de sauver le climat, mais il s'agit aussi de prendre en compte les populations vulnérables et les autres enjeux de société, que ce soit les personnes, que ce soit les gens, la race, le genre ou peu importe d'autres critères de société et puis tout ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose dont on s'attend pour l'issue de la COP26, c'est-à-dire des choses, des programmes qui peuvent être adoptés ou être mis en place, des activités qui existent déjà, qui peuvent être soumises, c'est ça, aux personnes qui décident. Comme par exemple, Michel a parlé du financement des pays du Sud en développement. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites ou qui se font, qu'on peut, voilà. Tout ce que je veux dire, c'est vraiment, bref, concrètement, comment est-ce que ça s'objective, cette volonté-là d'adopter une posture intersectionnelle dans notre manière d'aborder la COP26? Voilà. Merci à vous tous pour vos questions. Donc, je vais laisser Eddy et Mme Adams choisir dans quel ordre vous répondez et vous passez la balle au moment opportun. Merci.
Probablement, Eddie, vous êtes probablement mieux placé à répondre à la majorité de ça, donc allez-y. Merci beaucoup. Je vais juste essayer de répondre à toutes les questions. Donc, la première de Antoine sur comme le Canada, le Québec, c'est l'action climatique, comment elle se concrétise. Moi, je vais revenir à mon point sur la COP 26. C'est d'abord une COP des principes d'action climatique avant d'une COP sur les négociations. Essentiellement pour toutes les raisons nommées avant, notamment celles liées à la COVID-19, les États doivent en fait rassurer la population qu'il y a des leçons qu'on a apprises de cette pandémie, de cette crise sanitaire mondiale et que ça va informer en fait des décisions futures. Et donc, d'abord et avant tout, le Canada a un rôle extrêmement important à jouer. Il faut le cibler. La société civile doit définir comment le Canada se présente en fait dans un événement aussi important que la COP26. Mais le Québec aussi, le Québec a un rôle à jouer. Il va dans ces COP-là pour faire des ententes économiques importantes, pour rencontrer des partenaires. Un exemple là-dessus que je vous donne sur l'importance de la société civile, c'est à la COP25, le ministre de l'Environnement a rencontré la société civile et il se fait mettre de la pression pour que le Québec s'engage à dire qu'il allait avoir un objectif pour la carboneutralité. Eh bien, quelques jours plus tard, sinon la journée d'après, le Québec affirmait qu'ils allaient s'engager à la carboneutralité pour 2050. Et donc, ce genre de pression-là de la société civile, elle a été importante, pas juste pour cette question de la carboneutralité-là, mais aussi pour le Power and Pasco Alliance, dont j'ai vu Donald Lafleur qui était là aussi, mais Patrick Rondeau, Donald, vous savez à quel point vous avez joué un rôle tellement important pour convaincre le Canada de s'assurer que du Power and Pasco Alliance puisse émerger toute la question sur la transition juste, les plans de transition juste, la consultation qui a été faite, qui aujourd'hui est devenue un premier pas, en fait, pour commencer à discuter d'un plan national de la transition juste. Malgré toutes les faiblesses, ça démontre aussi, en fait, que les États écoutent, en fait, la pression qui provient de la société civile. Et c'est pour ça que cette rencontre-là d'aujourd'hui, elle est importante parce qu'elle met les bases, en fait, pour le dialogue futur qu'on aura avec les différents pouvoirs. Et je dirais aussi pour Léa, les États réfléchissent au plan climatique qu'ils vont amener à la COP26. Parce que la COP26 en tant que telle, 5 ans après avoir adopté l'accord de Paris, c'était le moment pour que tous les plans climatiques que les États ont présentés en 2015 soient révisés. Et donc, le Canada en fait partie de ces pays-là et il doit amener quelque chose de neuf, quelque chose de révisé, quelque chose de beaucoup plus ambitieux que ce qu'il a présenté en 2015. Et donc, il réfléchit à ça et on a déjà vu, en fait, d'autres États faire la même chose. La Nouvelle-Zélande en fait partie, par exemple. Le Royaume-Uni va le faire éventuellement. Le Chili a présenté un nouveau plan climatique. Éventuellement, ça va être des pays comme la Jamaïque. Mais le problème là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, les plans les plus ambitieux viennent des pays qui ont le moins de responsabilités en matière de crise climatique. Et c'est aussi là-dessus où il faut mettre de la pression pour que le Canada puisse présenter un plan ambitieux où il affirme qu'il a appris, en fait, de tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années et qu'il est prêt à répondre, à faire sa part pour répondre à la crise climatique et aux objectifs qu'on s'est donnés pour 2030. Sur ce qu'il faut, sur la COP26, sur les questions vraiment tangibles, je donne 3 exemples. Le premier, c'est ce que j'ai mentionné, donc la révision des plans climatiques. Tous les États vont continuer à présenter leur nouveau plan climatique pour la COP26. Il y aura aussi à l'intérieur des Nations Unies un rapport qui va résumer l'ensemble de communication sur le plan climatique à l'échelle mondiale. Eh bien, il faut voir en fait si ce plan climatique-là répond aux objectifs pour 2030 et pour 2050. Le deuxième, c'est la finance climatique. L'autre enjeu important de la COP26, c'est de voir que les États riches comme le Canada, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, confirment, peut-être pas les États-Unis d'ailleurs, mais
on ne sait pas, confirment qu'ils s'engagent à ratifier leur objectif d'octroyer 100 milliards de dollars par année entre 2020 et 2050 pour la finance climatique, pour l'adaptation et pour l'atténuation. Et l'autre volet là-dedans, c'est toute la question de l'intersectionnalité. Autrement dit, comment la COP26 n'est pas un événement isolé. Comment la COP26 répond en fait aux demandes de la société civile, aux demandes de ses propres agences de l'ONU pour que ce soit pas juste le résultat des travaux de la Convention climatique, mais que ce soit une entente mondiale pour dire l'action climatique, elle répond aussi aux questions en matière de santé, aux droits des travailleurs et travailleuses. Elle répond aussi aux demandes des premiers peuples du monde entier, aux demandes en fait féministes existantes actuellement. Et donc, ce volet-là, les trois choses que j'ai mentionnées sont des éléments qui vont réellement nous montrer en fait si les États ont compris d'abord quelque chose de ce qu'on vient de vivre, de cette crise-là, mais qui sont prêts aussi à faire en sorte que la COP26 ne devienne pas juste une plateforme de plus pour se croire bon, mais une plateforme où on répond en fait à l'urgence climatique actuelle.